Bienvenue dans cet épisode de Vroom Vroom numéro 2, on va parler du Grand Prix d'Italie 1978. Alors, ça fait un bon moment que je voulais vous en parler, mais à la base c'était un format TikTok. Et j'ai lu ce qui s'est passé pendant le Grand Prix, et je me suis dit, je ne peux pas résumer ça en 1 minute ou 1 minute 30. Donc je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, je vous conseille juste de prendre un bon chocolat chaud, un bon plaid, et de vous installer confortablement, parce que cette histoire, elle est sacrément costaud. Avant de plonger dans cette histoire, je vous présente rapidement ce nouvel énergumène, il commentera tout ce que je dis de manière très désagréable. Bon, on y va. Alors, je suppose que ceux qui regardent cette vidéo ne regardaient pas la F1 en 1978, sinon c'est vraiment très étonnant. Ainsi, afin de ne pas vous perdre, je vais vous faire un petit résumé de nos protagonistes. Le premier s'appelle Andretti, il conduit à cette époque pour Lotus. Il est de nationalité italienne, mais en 1955, ses parents déménagent pour l'Amérique où il obtiendra la double nationalité, mais c'est bien en Italie qu'il commencera le sport automobile. Après avoir assisté avec son frère Aldo au Grand Prix d'Italie 54, il s'est clairement pris de passion pour ce sport et ils se sont dit, un jour, nous aussi, on deviendra pilote. Parce que oui, Andretti n'a pas commencé seul, il a commencé avec son frère. Quand ils ont eu 18 ans, ils se sont achetés leur première voiture et dans le dos de leurs parents, ils ont commencé les courses. Malheureusement, Aldo subira un grave accident qui l'empêchera de continuer le sport auto. Ses parents vont découvrir par la même occasion qu'ils faisaient ça dans leur dos et Andretti pourra commencer sa carrière en solo et une sacrée carrière. De la stock car, de la NASCAR et j'en passe beaucoup trop, mais Andretti performe énormément en Amérique avant de se lancer enfin dans la Formule 1. Il arrive chez Lotus en 77, mais l'écurie va pas très bien, il la relève et en 78, il est prêt pour aller chercher le titre. Mais il n'est pas seul à vouloir ce titre en 1978, non, car il y a son coéquipier. Je vous présente donc notre deuxième protagoniste, Peterson. C'est un excellent pilote, il va faire ses preuves notamment chez March, puis Tyrrell, puis encore March, puis Lotus, puis il va revenir chez March, et finalement en 78, il arrive chez Lotus en tant que second pilote. Mais malgré son statut de second pilote, il va rester au contact d'Andretti sur le début de la saison. C'est pas un Pérez qui se fait larguer au bout de 3 courses, loin de là. Et même si Peterson souhaite grandement avoir ce titre en 78, il a une sacrée opportunité, parce qu'en 79, il a signé pour être avec McLaren en tant que premier pilote. Ça va être un peu sa première fois à ce statut-là, parce que jusqu'à maintenant, il est souvent resté second, et il n'a pas vraiment pu faire ses preuves. Donc Lotus, on va dire, c'est un passage pour aller vers son écurie finale. Bref, reprenons notre histoire. Nous sommes donc en Italie, c'est la 14e manche du championnat, et il faut savoir que Lotus a remporté le titre constructeur aux Pays-Bas à la manche d'avant. Le seul titre qui reste en jeu, c'est le titre pilote, et il se joue notamment entre Andretti et Peterson. Pour vous expliquer un peu le barème, seuls les 6 premiers marquent des points. Ça fait 9, 6, 4, 3, 2, 1. Et à ce stade-là de la compétition, Andretti a quand même 13 points d'avance sur Peterson. Il suffit qu'il marque 5 points de plus et il sera sacré champion du monde. Donc en gros, si Andretti finit premier et Peterson finit troisième, c'est Andretti qui est champion du monde. Sinon, ça se jouera sur les autres manches. Et on va pas se mentir, Andretti veut gagner en Italie. Ça reste son pays natal, c'est là où il a connu le sport automobile, où il a commencé avec son frère. Bref, c'est très lourd de sens. Nous sommes donc en Italie et les qualifications sont lancées. Bon, les qualifications, ça se passe pas comme aujourd'hui, il n'y a pas de Q3, Q2, Q1. Non, ça se passe en plusieurs étapes. La première étape, ce sont les pré-qualifications. Ainsi, les moins rapides ne participeront même pas aux qualifications. Ensuite, il y a les qualifications, et dans ces qualifications, ça se passe sur 2 journées, et ce sont juste les chronos les plus rapides qui partiront devant, et les 4 chronos les moins rapides ne participeront pas non plus à la course. En même temps, avec 32 pilotes, tu m'étonnes qu'ils fassent pas conduire tout le monde. Et en Italie, on va avoir une petite anecdote assez drôle, et je vais vous la partager tant qu'on y est. Il y a un pilote dont j'ai plus le nom, oui, Harald Ert, je sais pas le prononcer, je vais vous l'écrire comme ça, je suis sûre que je dis pas de bêtises. Bon, ce gars-là ne passe pas les pré-qualifications, il est vraiment viré dans les premiers. Sauf que durant ces pré-qualifications, un pilote du nom de Joren Mass, dont on a parlé dans la vidéo sur la grève de 82, va se blesser. Le truc, c'est que lui, il est qualifié, il doit participer aux qualifications, mais vu qu'il est blessé, il peut pas participer aux qualifications.
Donc son directeur d'écurie se retrouve un peu embêté. Il va donc aller voir l'autre pilote qui s'est pas qualifié, il va lui dire « Frère, tu veux bien conduire la voiture pour tenter de la qualifier ?» Il aura tenté, il aura échoué, mais c'est pas grave parce que l'autre voiture non plus s'est pas qualifiée, donc c'est pas un problème de pilote, c'est un problème de voiture. Donc nous avons sur la grille de départ 24 pilotes. Oui, ça reste toujours plus qu'aujourd'hui. D'ailleurs, petite anecdote, Rosberg, je pense que vous le connaissez, ne sera pas préqualifié, alors que son coéquipier Scheckter, lui, sera 9ème. Voilà. Encore une fois, mes anecdotes ne servent à rien, mais vous les avez. Et si on revenait un peu à nos protagonistes, où est-ce qu'ils sont qualifiés? Andretti signe la pole position. GG Andretti. Derrière lui, on retrouve Villeneuve avec Ferrari, du coup les tifosi ils sont très contents. Encore derrière, on a Jabouille avec Renault, et encore derrière, on a Loda. Et là, vous allez me dire, il est où Peterson? C'est quand même celui qui a la meilleure voiture, avec Andretti. Il est où? Il est que 5ème. En fait, il a eu des petits problèmes de frein durant les qualifications, donc il n'a pas pu faire mieux que ça. Mais c'est pas grave parce que Peterson est un très bon pilote, il saura remonter durant la course. Nous voilà donc le dimanche matin, et encore une fois, ça se passe pas comme aujourd'hui les courses. Nous, le dimanche, y a la course, point. Eux, le dimanche, il y a le warm-up. Le warm-up, c'est globalement tester les voitures sur le circuit dans les conditions qu'on va avoir pour la course parce que c'est à peine à quelques heures d'intervalle. Ils peuvent ainsi régler les voitures au mieux. Oui, c'est l'équivalent des essais libres. Mais malheureusement, lors de ce warm-up, Peterson va subir un petit problème de frein. Et oui, encore. À tel point que sa voiture va se crasher et sera inutilisable pour la course. Et là, vous vous dites, tant pis, ça veut dire que Andretti va être sacré champion du monde. Mais non! Parce qu'à cette époque, il existe ce qu'on appelle les mulets. Le mulet est en fait une voiture de rechange, voilà, mais tous les pilotes n'en possèdent pas. Comment faire pour posséder un mulet? Étape 1, être dans une écurie qui a de la thune. Sinon, ils n'ont pas de thune pour faire une 3e voiture. Point numéro 2, être le pilote numéro 1. Donc vous comprenez qu'il a la bonne écurie, il n'est pas pilote numéro 1. Mais tout n'est pas perdu parce que son agent, dont je n'arrive pas à prononcer le nom non plus, Stefan Svenby, je l'écris ici encore une fois. Bref, ce gars-là va aller voir Colin Chapman, qui est le directeur de Lotus, et lui dire « Est-ce que mon pilote il peut gratter le mulet de ton autre pilote ?» Et c'est là que la réponse de Chapman est assez drôle, et je vais citer « Si Ronnie veut une 79 de rechange, il n'a qu'à signer un nouveau contrat avec Lotus. » Oui, Chapman n'a pas digéré le fait que Peterson se barre pour McLaren l'année prochaine. Le pire, c'est qu'à ce moment-là de l'année, c'est pas vraiment sûr, c'est surtout des rumeurs de couloir, comme les rumeurs pour Perez, c'est à peu près le même niveau. Enfin bon, quoi qu'il en soit, Peterson se voit refuser une voiture de rechange sous prétexte qu'il va se barrer pour McLaren. Mais à l'époque, on s'en fout de la voiture avec laquelle tu conduis. Du moment qu'il respecte le règlement, c'est tout ce qu'il demande. Ainsi, il va pouvoir utiliser la voiture 78. Alors, oui, la voiture 78 était pour l'année 77, et en 78, leur voiture s'appelait 79. J'ai pas cherché à comprendre. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que Peterson se pointe sur le départ avec une voiture qui date de l'année dernière. Nous avançons donc jusqu'au tour de formation. Qu'est-ce que le tour de formation pour ceux qui ne connaissent pas? Les voitures font un tour de circuit au ralenti pour chauffer les moteurs, chauffer les pneus et se positionner sur la grille de départ. Une fois que tout le monde est arrêté, le départ est lancé et la course s'ensuit. Et la procédure, elle va pas se passer comme ça. Donc, les voitures arrivent, les 2 premiers s'arrêtent, le départ est lancé. Donc, Villeneuve et Andretti doivent partir immobiles, départ arrêté. Mais les 22 autres derrière, ils partent en départ lancé. Donc, on va dire que pour les 5 premiers, globalement, c'est la galère. Mais celui qui s'en sort le mieux, c'est quand même Villeneuve. Et celui qui s'en sort le moins bien, c'est Peterson. Souvenez-vous, il était qualifié 5ème. Alors c'est le dernier des premiers. Et derrière, tous les autres étaient vraiment beaucoup plus lancés que lui. Il va donc se retrouver un peu au milieu du chaos. Ouais, faut que je précise aussi, en 78, la piste de Monza ne ressemble pas exactement à celle que nous avons aujourd'hui.
notamment à l'abord de la première chicane. Au début, c'est large, puis juste avant la chicane, c'est très resserré, genre moitié moins de place. Comment vous dire que ça craint? Je vais essayer de vous résumer très simplement ce qui se passe. Patrese va sortir de la piste avant d'y revenir, et en revenant, il s'infiltre entre Scheckter et Hunt. Pour l'esquiver, Hunt tourne sur la gauche et va rencontrer Peterson. À ce moment-là, la Lotus est directement envoyée dans le rail, elle rebondit au milieu de piste et s'enflamme. Évidemment, un accident pareil, ça fait une réaction en chaîne, et Brambilla va percuter la Lotus déjà en feu. Ok, maintenant je crois que je dois vous parler de notre troisième protagoniste, qui est Brambilla. Déjà, il a un surnom que je trouve pas piqué des Nelson, il s'appelait le gorille de Monza. Et en lisant pourquoi, j'ai compris. Bon, déjà, il est né à Monza, donc depuis petit, il baigne dans le monde de l'automobile. Mais c'est pas pour autant qu'il était bon. À l'image de Maldonado, un gros sponsor lui offre sa place en Formule 1. Le nom de ce sponsor, Beta. Ça sert à rien, mais je trouve ça hilarant que son sponsor s'appelle Beta. Enfin bon, le voilà, arrivé en Formule 1, à l'âge de 36 ans. À ce même âge, Schumacher avait 85 victoires et 7 titres de champion du monde. En 74, il est chez March et même s'il ne pilote pas extrêmement bien, il a une certaine agressivité. À tel point qu'il peut péter jusqu'à 3 châssis par week-end. Chez March, ils en ont tellement marre qu'ils repeignent directement les pièces aux couleurs de la voiture de Brambilla. Il y a son coéquipier qui a une voiture de couleurs différentes, il se tape des pièces orange. C'est pas beau, mais bon, c'est des pièces pour Brambilla quoi. En 75, il gagne une course. Ouais, une histoire de pluie, un dépassement osé, et la course est arrêtée. Bon, ça reste une victoire, et il est super content. Alors pour célébrer, il lève les mains, il lâche son volant, il part en aquaplaning et il tape la barrière. Et donc pour ne pas changer, il ramène une voiture cassée au stand. Le gars, même en gagnant, il arrive à péter sa voiture. Et la petite anecdote qui fait plaisir, en l'espace de 16 courses, il a pété 20 moteurs. Ouais, il a pété plus de moteurs qu'il y a eu de courses. C'est drôle que tu parles de De Cesaris parce que, à la fin de sa carrière, ce sera son remplaçant. Si vous savez pas qui est De Cesaris, on le surnommait Cracheris. Pas pour rien. Enfin bon, revenons à notre histoire de 78. À cette époque, lui, il conduit pour Surtees. Et lors de la course en Italie, il part 23ème. Sur 24. Tendu un peu. Durant l'accrochage, une roue folle viendra percuter son casque, ce qui le rendra inconscient, c'est pour ça qu'il a percuté la voiture en feu. Et pendant ce temps, son directeur d'écurie essaie de passer la barrière de policiers pour le rejoindre. Il se fera assommer par un policier. Je ne sais pas s'il a eu un comportement déplacé ou toute autre chose, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est fait taper quoi. Encore une info qui ne servait à rien. Bref, pendant ce temps, Hunt et Regazzoni essaient de sortir le pauvre pilote de sa voiture en feu. Malheureusement, son pied est coincé par le volant et Hunt, brut comme il est, va réussir à le sortir. Il a peut-être pété le volant ou la jambe du pilote. En tout cas, il s'en est sorti. Et c'est fou que ce soit les pilotes qui aient à faire ça. Non, parce que de base, c'est le job des pompiers ou des ambulances. Hein. Mais là, l'ambulance a été prévenue peut-être genre 10 à 15 minutes en retard. Oui. Donc les deux pilotes sont sortis de leur voiture, sur la piste, en attendant l'arrivée des médecins. Et là, vous allez sûrement vous dire, mais attendez, il n'y a pas un médecin qui est déjà sur place, qui peut aider? Si, il s'appelle Sid Watkins, je pense que vous le connaissez très bien, il a été engagé par la FOCA pour pouvoir aider les pilotes directement sur place. Il a essayé de rejoindre le lieu de l'accident, mais encore une fois, la police l'en a empêché. C'est Hunt qui viendra le retrouver dans la voie des stands pour lui informer de ce qui se passe. De son côté, Regazzoni, toujours sur le circuit, va croiser Ecclestone. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur 1982, Ecclestone c'est le patron de la FOCA, c'est donc lui qui a engagé le médecin. Regazzoni est peut-être un peu sanguin et il va s'emporter contre Ecclestone lui demandant pourquoi le médecin était pas là. Les deux sont sur le point de se frapper et on est obligé de les séparer pour éviter un drame supplémentaire. Quoi qu'il en soit, l'ambulance finit par arriver et trouve donc les deux pilotes. L'un, Brambilla, est totalement inconscient.
Son cas est pris en urgence pour l'emporter vers l'hôpital. L'autre, Peterson, a les 2 jambes fracturées, 27 fractures. Elles sont plus super droites. Si vous voyez une jambe désarticulée, c'est ça. Genre, elle a une position qui physiquement est pas faisable. À ce moment-là, Hunt est encore aux côtés de Peterson et lui dit « Frère, regarde pas tes jambes. Vraiment, pour ton bien-être mental, regarde pas. » Alors, je sais pas s'il a regardé ou pas, hein, mais perso, j'aurais mouru d'envie de savoir à quoi ressemblaient mes jambes à ce moment-là. Bref, notre pilote qui a les jambes désarticulées se fait prendre aussi par l'ambulance, de manière peut-être un peu moins précautionneuse, mais au moins, il est entre les mains des médecins. Bon, conclusion de ce premier départ. 10 voitures pétées, 2 l'huile sur la piste et 3 pilotes à l'hôpital. Alors oui, il y a Peterson, il y a Brambilla, mais il y a aussi Stuck qui s'est pris une roue baladeuse sur la tête. Et c'est après 1h15 que le Grand Prix va reprendre. Car oui, si vous n'êtes pas familier avec la F1, tu peux tuer quelqu'un sur un Grand Prix, la course continuera. Et je ne valide pas cette façon de faire. Ainsi, tous les pilotes sont prêts à reprendre la piste, sauf 5. Nos 3 blessés, Pironi, et l'autre dont j'arrive pas à prononcer le nom, Lunger. Ouais, je vous l'écris, au moins on est sûr que je fais pas d'erreur. Pourquoi ces deux-là, ils ont pas de mulet? Vous savez, le truc que je vous ai expliqué au début de vidéo. Si t'as pas de voiture de rechange, bah tant pis pour toi. Bref, nous sommes donc dans une situation où si Andretti finit premier ou deuxième, il sera champion du monde en Italie. Dans tous les cas, au vu de l'état de Peterson, il y a de fortes chances que Andretti finisse champion du monde à la fin de l'année, que ce soit en Italie ou sur une autre course. Parce que si son rival ne peut pas conduire, il peut pas marquer de points, et vu que Andretti a déjà de l'avance, en soi il pourrait abandonner à toutes les courses et quand même être sacré. Bref, nous retrouverons nos petites voitures lors du second tour de formation. Et malheureusement, tout ne va pas super bien se passer parce que Scheckter, dont on a déjà mentionné l'existence dans cette vidéo, va percuter une barrière. Donc lui, il est hors jeu, et la barrière, elle est hors jeu aussi. Mais la direction de course s'en fiche, ils se disent « Bah non mais c'est pas grave, la barrière est morte, c'est pas grave. » Et bah les pilotes, ils sont pas de cet avis. Parce que s'il y a un accident à cet endroit-là, et bah là c'est la mort assurée. Du coup tous les pilotes se disent « On ne démarre pas, tant que la barrière elle est pas réparée. » Comme vous pouvez vous en douter, ils vont réparer la barrière. Ouais, faut pas rigoler non plus. C'est donc à 18h15, soit plus de 2 heures après le premier départ, que la course va enfin pouvoir être lancée. Et encore une fois, le départ est donné avant que toutes les voitures ne soient arrêtées. Encore. Mais cette fois-ci, Villeneuve et Andretti, qui sont toujours pas les 2 premiers, ne veulent pas se refaire avoir et démarrent donc 2 secondes trop tôt. À la suite du premier virage, c'est Villeneuve qui est en tête devant Andretti, s'ensuit Jabouille, Loda et les autres. Je sais pas qui y a derrière. Et c'est au 35e tour sur 40 que Andretti double enfin Villeneuve. Il prend donc le drapeau à damier à la première place. Mais, il y a toujours un mais. Le faux départ leur vaut pour tous les deux 1 minute de pénalité. Alors oui, je sais, aujourd'hui les pénalités sont entre 5 et 10 secondes. Des fois la FIA peut péter un câble et met 20 secondes, mais en général, c'est pas plus de 10. Alors pourquoi à l'époque c'était 1 minute? C'est beaucoup 1 minute. Alors c'est pas tant que ça, parce que les écarts pouvaient très vite s'élever à 1, 2, 3, voire 6 tours. Il arrive que des courses se finissent où le premier franchit la ligne d'arrivée et le dernier est à 6 tours de retard. 1 minute, ça peut séparer le premier et le 5-6e en général. Et c'est ce qui va se passer pour Andretti. Il finit à la 6e place, ce qui lui vaut 1 point. 1 point, c'est plus petit que 5 points. Donc vous l'avez compris, il n'est pas champion du monde. Enfin, pas encore. Il faut du temps. Qu'en est-il de nos grands blessés? Ils sont tous les deux transportés à l'hôpital le plus proche. Brambilla est dans l'état le plus grave d'apparence, étant dans le coma, ils ne peuvent rien faire à part attendre et espérer qu'il se réveille un jour. De l'autre côté, Peterson est conscient, il s'exprime bien, mais ses jambes sont vraiment dans un état calamiteux, à tel point qu'il risque même l'amputation. Et là se pose une question pour les médecins. 2 solutions s'offrent à eux. Soit ils attendent pour l'envoyer dans un hôpital en Suisse ou en Suède où ils sont le plus aptes à opérer ce genre de choses, soit ils décident de l'opérer ici même en Italie. Et la décision est finalement tranchée, Ronnie Peterson se fera opérer le soir même,
afin d'essayer de sauver ses jambes. À la fin de l'intervention, une conférence est tenue. L'opération est un succès. Peterson pourra remarcher d'ici 2 à 3 mois et il n'aura aucune séquelle grave. C'est apaisé que ses collègues, que les fans et que les journalistes partent se coucher à 23h. Bon, vous le comprenez, ses chances de titre sont vraiment perdues. 2 à 3 mois, c'est largement assez pour que la saison se finisse. Il reste à peine 2 courses. Le lendemain matin, à 9h, la nouvelle tombe. Peterson est en danger de mort imminente. L'opération s'est en fait dans la précipitation a provoqué une embolie. Pour vous la faire simple, il a plus d'oxygène dans le cerveau. Les pilotes sont tenus au courant, ils viennent lui dire adieu, mais il ne se réveillera pas et mourra dans la matinée. Immédiatement, les souvenirs de 70 reviennent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 70 ? Je vais vous la faire courte. Jochen Rindt est prétendant au titre de champion du monde. Nous sommes en Italie et il meurt lors des essais libres. Et à l'époque, il pilotait lui aussi pour Lotus. A l'inverse de Peterson, lui sera sacré champion du monde à la fin de l'année, alors que le pauvre Ronnie restera l'éternel second. Comme en 70, Chapman fuit l'Italie pour ne pas être accusé d'homicide involontaire. 2 fois avec seulement 7 ans d'intervalle, au même endroit, ça commence à faire beaucoup. Les mécaniciens seront accusés. En effet, sans problème de frein, Peterson aurait pu beaucoup mieux se qualifier et ainsi ne pas être pris dans l'accident. Enfin, comme on le dit, avec des si, on refait le monde, et je suis pas là pour ça. L'autre accusé, c'est Patrese. Vous savez, je vous en ai parlé au début. C'est lui qui est légèrement sorti de piste et en revenant, il a poussé Hunt à braquer à gauche, ce qui a fait qu'il a rencontré Peterson. Eh bien, le pauvre pilote sera accusé par tous les autres d'avoir causé la mort de Peterson. Il sera même chassé de la compétition. C'est la première fois et la dernière fois qu'un pilote est chassé de la sorte. Et cette décision est même soutenue par la FOCA. Je suis désolée, mais je trouve ça juste aberrant. Malgré tout, il y en a un qui essaie de le défendre, Villeneuve, mais ça mène à rien. Patrese se retrouve donc à être le bouc émissaire de la mort de Peterson. Je pense que pour eux, il leur fallait un coupable et il était tout trouvé. Il sera mis en examen par la Cour de justice italienne pour homicide involontaire. Mais les photos sont réunies et présentées, Peterson ne touche pas la voiture de Hunt. S'il ne touche pas la voiture de Hunt, ce n'est pas par sa faute que Hunt rencontre Peterson. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est évident, c'est un incident de course. La faute a pas de chance. Mais je crois qu'à ce moment-là, ils avaient vraiment besoin de trouver un responsable. Il faudra attendre jusqu'à 1981 pour que Patrese soit disculpé par la justice italienne. Revenons un peu à Brambilla, qui était toujours dans le coma quand on l'a laissé. Il a fini par se réveiller, il se souvient de tout, il est très conscient, aucune séquelle. Il reprend la compétition dès l'année suivante en 79, mais en 80, il est un peu mis à la retraite forcée à l'âge de 42 ans quand même. Faut le faire. Bon, et si on prenait un peu de recul sur les événements ? Comme on l'a vu, la cause de la mort a des facteurs multiples. Vraiment, vraiment beaucoup. Et suite à cet accident, pas mal de changements ont lieu en Formule 1 et j'aimerais vous en parler. Si vous regardez un Grand Prix aujourd'hui, vous verrez que derrière les Formule 1, il y a une voiture. Et c'est pour prévenir de tout accident potentiel et pouvoir agir au plus vite. Par exemple, en 99 à Silverstone, Schumacher a un accident et il est secouru extrêmement rapidement. Par des professionnels et non pas des pilotes, nous le rappelons. On a aussi des changements du côté des pompiers, afin qu'ils soient aussi plus rapides pour intervenir, surtout que le feu en Formule 1, c'est un truc qui arrive très souvent. Très très souvent. Ça a notamment sauvé Berger en 89 à Imola où sa voiture a pris feu. Quand je vous parlais de l'entonnoir avant la chicane, ça aussi, ça a été revu. Le circuit a été redessiné pour minimiser les accidents à cet endroit. Et évidemment, la sécurité des voitures. Il y a eu beaucoup de changements au cours des années afin de sécuriser les pilotes. Et si on regarde les accidents qu'il y a aujourd'hui, vous mettez les mêmes à l'époque, pas sûr qu'ils survivent. Et aussi l'évolution de la médecine. Alors ouais, ça n'a pas directement lien avec la Formule 1, mais on peut pas nier que Peterson a vu ses chances de survie réduites drastiquement suite à son opération précipitée. Quand on dit qu'on se relève plus fort de ses échecs, je crois que la Formule 1 en est l'exemple type. Et même si on peut reprocher beaucoup de choses à la FISA ou la FOCA, on peut pas nier que grâce à eux, le sport est devenu beaucoup plus sécu. Il faut se rappeler que dans les années 70, 80, début 90, la technologie progressait à une vitesse hallucinante. Les moteurs devenaient tellement puissants que les châssis ne suivaient pas. Évidemment que des règles peut-être abusives ont été mises en place, mais pas pour rien. Je ne suis pas là pour défendre la FISA ou la FOCA, vraiment pas.
clairement pas. Mais je suis là pour rappeler que oui, ils ont pas fait que des bêtises dans leur vie. Bon, j'espère que cet épisode vous a plu, que j'ai réussi à vous expliquer clairement les faits. Moi, en tout cas, j'ai adoré l'écrire et la tourner. On en découvre toujours un peu plus sur ce sport qui nous rassemble tous autour d'une même passion, et je trouve ça fabuleux. Moi, c'est toujours Corbeau, et je vous dis à la prochaine pour un futur épisode de Vroom Vroom.